Bonsoir, monsieur Simonin, vous allez bien? Oui, 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 oui. Parfait. Je vais bien, oui. Vous m'entendez bien aussi? Oui, je vous entends C'est- parfaitement bien, vous aussi. Eh bah parfait. Alors Michel Simonin, vous êtes tête de liste de la liste P et décroissance. Deux gros programmes qu'on va détailler. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous découvriraient? Mais je suis professeur à Nancy, j'ai 60 ans, je suis décroissant depuis 15 ans à se présenter à des élections ou à présenter des candidats. Et puis la liste P et décroissance est partie de Nancy, en Lorraine, et puis a essaimé d'abord plutôt dans les montagnes, mais maintenant ça vient de toute la France. Et puis on a eu beaucoup de candidats en trop. En trop. Et justement, c'est quoi comment dire, programme de P et décroissance? Parce que j'ai envie de dire, le nom dit tout, mais dans le détail, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en avant? Les deux, la paix et la décroissance, parce que c'est complémentaire. Si on est en guerre, ça a tout de même à voir avec un mode de vie très énergivore qui n'est pas négociable, qui nous fait aller faire des guerres aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça qu'on propose une décroissance de la consommation, confortable si possible, au moyen de plusieurs mesures, pour ne plus être obligé justement d'aller guerroyer aux quatre coins du monde pour garantir notre sécurité de l'approvisionnement, comme les politiques disent. Et quel a été votre déclic, justement, pacifiste et décroissiste, décroissance, décroisseur? C'est quoi le bon terme? C'est décroissant. C'est Décroissant. décroissant. La décroissance, ça fait 15 ans, je vous dis. Par contre, le pacifisme, ça fait 2 ans. Oui, c'est la guerre en Ukraine. Et cette liste est une réaction contre l'écologie va en guerre. Puisque si vous écoutez les leaders écologistes, ils sont particulièrement va en guerre. C'est pour ça que le président se permet de parler de mobilisation pour aller dans les tranchées, dans le Donbass. Les écologistes ont une grosse responsabilité là-dedans. Dès le début de la guerre, c'est Yannick Jadot qui voulait envoyer des bombes sur Moscou dès le début de la guerre. Et puis là encore, je crois que c'est au mois de janvier, Julien Bayou, un autre écologiste connu, qui a voulu utiliser, le premier à avoir l'idée, la rapine de guerre des 100 milliards d'avoirs russes, hein, une crise de guerre comme il y en a, personne n'osait l'utiliser pour armer les Ukrainiens. Eh bien, lui, il a osé. Et puis aussi, il faut voir Delphine Bateau à l'Assemblée, qui se dit décroissante, pourtant, à faire les gros yeux envers ceux qui doutent de l'intérêt d'envoyer des armes lourdes en Ukraine. Donc, Hmm. l'écologie politique a renié ses origines pacifistes, c'est pour ça qu'on présente une. Mais est-ce que du coup, pour vous, la paix passe nécessairement par l'arrêt des combats? Ah bah oui, bah évidemment. Non, mais quand je dis l'arrêt des combats, je veux dire à l'instant T. C'est-à-dire là, on appelle Zelensky et Poutine, vous arrêtez maintenant. Ah bah, c'est même pas nous qui le disons, je crois que le président, l'ex-président Sarkozy, l'a dit. Alors, il s'est fait, comment on appelle, fact-checker tout de suite. Hein. Au mois d'août, il a dit ça. C'était plus le dernier des voyous. Parce que dès que vous parlez de paix, vous êtes attaqué par tout le monde, hein, comme étant un pro-Poutine, etc. Et puis aussi un candidat à la présidentielle américaine. Plein de gens se targuent de pouvoir faire la paix en 24 heures. Ben, il faut dire, c'est vrai que c'est extrêmement facile si on le souhaitait, mais l'Europe souhaite la guerre. Puisque, alors, on ne parle jamais des 3 revendications russes qui les ont énervés, mais ce n'est pas de missiles nucléaires en Ukraine. Bah, ça se comprend. Hein. Il n'y en a pas eu à Cuba, je crois, il y a 50 ans. J'imagine mal des missiles chinois au Mexique, vous voyez. Hein. Et puis les deux autres revendications, c'est la reconnaissance de la Crimée. Il y a que des Russes là-dedans. Il n'y a jamais eu d'Ukrainiens. Vous parlez d'une histoire. Et puis dans le Donbass, des grosses majorités de Russes. C'est-à-dire, Oui, là, mais pourtant en 91, la Crimée a voté pour être rattachée à l'Ukraine. Donc il y a eu un vote souverain des Ukrainiens, enfin des gens de la Crimée pour être européens, pour être lapsus, pour être ukrainien.
Oui, oui, c'est ce qui est répété en boucle par la propagande comme étant dire l'évidence. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que premièrement, en 1991, il y avait une telle déstabilisation que ça ne dérangeait pas les Russes de faire, parce que c'est des Russes dans le Donbass et en Ukraine, et dans le Donbass et en Crimée. D'ailleurs, il y avait la moitié de Russes en Ukraine encore il y a 20 ans. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est toutes les élections qui se sont passées depuis les années 2000. Vous avez le Donbass, évidemment la Crimée, mais plus généralement tout l'Est de l'Ukraine, qui votait systématiquement pour des candidats pro-russes. Ça, c'est passé sous silence par la propagande. Oui. Il y en a eu un paquet d'élections où ça montre bien que les trois quarts des gens dans le Donbass votaient pour des candidats russes, par exemple. Et ça, on n'en parle jamais. Et on va rechercher un truc de 91, donc, dans un... Oui, mais si je devais être taquin, je vous dirais que c'est normal que dans des territoires qui revendiquent l'indépendance, il y ait des candidats indépendantistes qui arrivent, qui soient élus, mais ça ne veut pas dire que l'indépendance a lieu. Je prends les exemples de la Corse. 3 députés de la Corse sont indépendantistes. C'est pas pour ça que la Corse, elle est indépendante aujourd'hui. Pareil pour la Polynésie française, etc., etc. Oui, mais il y a des considérations géopolitiques aussi. La Russie se sent encerclée. Non seulement ses populations sont soumises, elles sont minoritaires maintenant. Hein. Les Russes, c'était la moitié de l'Ukraine en 2000, et maintenant, c'est plus qu'un tiers. Toutes les élites russes sont parties à cause de l'état de délabrement et de corruption de l'Ukraine. Du coup, il n'y a plus de représentation politique des populations russes depuis 2014, surtout. Et puis, oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, nous, Français, parce que, par exemple, on ne va pas aller reconquérir, je ne sais pas moi, la Wallonie parce qu'ils parlent français, ou bien les Suisses qui parlent français, ça nous paraît ridicule. Mais là, on fait un petit péché, comme on appelle ça, d'ethnocentrisme. Ils n'ont pas la même mentalité dans l'Est. Ils sont beaucoup plus nationalistes. Les Ukrainiens surtout, d'ailleurs, puisque vous avez des ultranationalistes ukrainiens Bien sûr. qui ont, comment dire, réprimé les minorités russes d'une manière incroyable, d'ailleurs un petit peu incroyable. Hein. Si vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe en Ukraine, il faut regarder même les informations occidentales, mais avant 2022. Depuis 2022, c'est plus que de la propagande de bas étage comme en 1914-1916. Mais sinon, avant 2022, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez voir des massacres de Russes par des fascistes ukrainiens. Vous parlez du massacre d'Odessa. Oui, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Des choses qui sont inimaginables ici. Du coup, les choses sont différentes. C'est pas comme si nous, on voulait reconquérir la Wallonie. Et en plus, il y a les questions, on va dire, de géopolitique, c'est-à-dire la Russie se sent encerclée, et puis d'ailleurs, elle l'est, avec l'Europe de l'Est, hein, qui est passée dans le camp occidental. Bon, mais la Géorgie aussi, l'Ukraine. Vous voyez, du coup, ils développent une sorte une crainte. Et je me rappelle le mot d'un ambassadeur russe dans les années 2010. Je cherche désespérément une élite russe qui ne soit pas vent debout contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est-à-dire, on dit ici tout le temps, oui, il faut libérer les Russes de Poutine, c'est de la faute de Poutine, tout ça. Mais non, ils sont tous derrière lui. Bah, peut-être parce qu'il y a aussi une logique dictatoriale avec de la propagande pro-Poutine aussi, et que les opposants se font buter. Se font buter, c'est sûr, ça aide pas à tellement ouvrir sa gueule. Vous dites, pourquoi vous dites buter Bah, je pense à Boris Nemtsov, je pense à Alexei Navalny. Navalny qui n'était pas un enfant de cœur non plus, hein, mais bon, on a vu ce qui s'est passé, quoi. Et même, on sait l'affaire du Novichok, etc., etc. Enfin, il y a quand même un historique en Russie sur des opposants qui ont été assassinés. Alors, il y a beaucoup d'ultranationalistes en Russie. Le gouvernement russe n'est pas forcément responsable de tout. Vous avez les Wagner, là, vous avez bien vu. Vous avez plein d'ultranationalistes russes qui accusent le président russe d'être trop tiède.
Les assassinats qu'il y a pu y avoir ne sont pas forcément tous des commandités par le régime russe, qui n'est pas, effectivement, c'est un régime autoritaire. Mais je vous dis, c'est comme, disons, ils ont un petit peu comme si 100 ans de retard, quoi. Vous voyez, c'est comme Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. S'il y a une ressemblance, ah bah c'est pas Hitler, non, mais c'est plutôt Guillaume II. Alors oui, c'est des régimes autoritaires. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Comment dire, il y a eu des manifestations contre la guerre en Russie. Vous remarquerez qu'il n'y en a pas eu en Europe, quasiment pas, hein. On va dire que c'est parce que notre propagande est plus efficace. Mais il y en a eu en Russie, et à ma connaissance, ils font 3 jours de prison. Tout à fait. Il y a une question pour vous de Maskilili. Est-ce que pacifiste inclut, selon vous, de se faire rouler dessus par Vladimir Poutine? Mais non, mais non. Alors ça, c'est une espèce d'invention occidentale, comme quoi la Russie voulait envahir l'Europe. Mais l'Europe n'a jamais été menacée par la Russie. Si on va faire la guerre en Ukraine, c'est pour les ressources, les matières premières qu'il y a en Ukraine. Et le problème, c'est qu'il y a des Russes sur ces matières premières, notamment le charbon. Le Donbass, c'est rempli de charbon et il y a des Russes dessus. Ben, c'est pour ça qu'on va faire la guerre. C'est pour avoir le charbon et le droit des peuples. Puisque c'est des Russes, le droit des peuples aurait pu s'appliquer. Il s'est appliqué d'ailleurs dans l'ex-Yougoslavie. Mais là, parce que c'est des Russes, il ne s'applique pas et on doit aller faire la guerre. Et la propagande raconte n'importe quoi. Parfois, ce qu'on nous a dit pour justifier l'envoi d'armes, c'était que si on les laissait faire dans le Donbass, les Russes, ils seraient demain à Berlin et à Paris, ce qui est impossible. Mais vous avez des fois totalement l'inverse. Dans Le Point du mois d'août, ça explique que l'OTAN est 23 fois plus fort que la Russie et qu'il faut profiter de cette force-là pour obtenir un changement de régime en Russie qui permette de nous livrer toutes les matières premières russes, comme dans les années 90. Donc, vous voyez, la propagande, elle dit une chose, puis elle dit parfois exactement le contraire. Mais il y a toujours un truc qui reste, c'est que le président russe, c'est le diable. Alors, on n'ose plus dire que c'est Hitler maintenant. C'était juste au moment où il fallait obtenir l'adhésion de l'opinion à l'envoi d'armes. Mais voilà, une propagande bas de gamme, de laisser indépendants ou autonomes des Russes, ou bien qu'ils soient rattachés à la Russie. Vous dites que ça se fait rouler dessus par Poutine. Mais enfin, si les Russes ils ont envie de faire partie de la Russie, grand bien leur face. Pas pourquoi on les empêcherait. Si, pour le charbon, je vous dis, les ressources en Ukraine. Non, parce que Poutine a quand même envahi l'Ukraine, il a tenté de l'envahir en 3 jours quand même. C'est pas une question de laisser les Russes s'ils veulent, les Russes d'Ukraine s'ils veulent être Russes. Il y a quand même eu une agression de la part de la Russie quand même. Bah, parce qu'il y a une guerre, agression, un épisode de plus dans la guerre, et nous, on n'a retenu que ça. Enfin, il y a quand même eu des militaires de l'opération spéciale russe dans les rues de Kiev. Au Oui, deuxième jour de l'opération, donc c'est pas juste un épisode de plus, c'est quand même un sacré épisode quand même. oui, tout à fait. Mais bon, je ne cherche pas à excuser la Russie, mais il y a une guerre depuis 2014 et les Russes euh, subissaient des défaites dans l'est de l'Ukraine à cause de matériel américain vendu par les Turcs. Vous savez, il y a une guerre qui dure depuis 2014 et les Russes se prenaient des raclées dans le Donbass. Et le président russe a décidé d'attaquer le centre de l'Ukraine. C'est probablement une erreur, hein, mais ce n'est pas parce que l'ennemi fait des erreurs que nous, on est tout blanc. La responsabilité de la guerre, comme disait Machiavel, ce n'est pas celui qui dégaine en premier qui est forcément le plus coupable. Là, les responsabilités, on pourrait dire, elles sont partagées, mais je dirais moi-même carrément, elles sont plus du côté de l'Occident qui, depuis 15 ans, veut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y ait des missiles américains à 100 km de Moscou, ce que les Américains n'ont pas accepté à Cuba en 1962, ce que les Américains n'accepteraient pas pour le Mexique. Mais les Russes, comme ils ont un PIB comme l'Espagne,
comme on le répétait, comme ils sont faibles, comme ils sont 23 fois moins forts que l'OTAN, eh ben, ils doivent se soumettre au diktat américain. J'ajouterais qu'il y a une grande part d'incompétence. Comme nous sommes gouvernés par des financiers, ils ne comptent que l'aspect financier. Et effectivement, l'OTAN, c'est 55% des dépenses militaires dans le monde, et la Russie, c'est 3%. Quand vous êtes financier et puis que vous regardez ça, vous dites, ah, bah, la Russie doit s'écraser et puis faire ce qu'on lui dit. Ah, bah oui, mais comme c'est des financiers, ils n'ont pas tenu compte des stocks. Ils ont tenu compte uniquement de la valeur marchande. Et il y a une part d'incompétence du côté occidental, particulièrement des Européens, puisque depuis 1995, c'est Brzezinski qui explique ça, la stratégie américaine, c'est de couper l'Europe des matières premières russes. Noir sur blanc, il l'a écrit. Hein. Et c'est ce qui se passe. Les Américains ont bien fait sauter Nord Stream 2. C'est eux qui l'ont fait sauter. Pourquoi ça n'en parle pas dans les médias? Donc c'est un acte de guerre. Alors, selon une enquête de France Télévisions, ce serait plus l'Ukraine qui aurait fait une opération militaire de l'Ukraine qui aurait fait péter Nord Stream plutôt que les Américains. Mais l'Ukraine ne fait rien sans les Américains. L'Ukraine, c'est les Américains, voyons. C'est eux qui fournissent les armes, c'est eux qui ont choisi leur président, le Poroshenko, là. C'est les Américains qui choisissent les présidents, pas le dernier, Zelensky, mais enfin, on n'a pas la preuve. Mais c'est les Américains en Ukraine, évidemment. C'est eux qui ont fait alors il ne faut pas appeler ça un coup d'État, le changement de régime de 2013, Maïdan. La révolution. Ça. On a des preuves de Barbara Noland au téléphone, là, vous n'avez pas entendu ça. J'ai pas mis des milliards là-dedans pour que ça tourne en eau de boudin. Vous ne mettez pas celui-là, vous me mettez Poroshenko et que ça saute. Et le chat, là, il y en a qui réagissent, qui disent mais la Russie, est-ce qu'elle n'a pas financé aussi un parti politique français? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'attaque informatique russe? Et il répond la guerre est totale, monsieur Simonin. Ah, je ne suis pas du tout au courant. Nous, on n'a jamais vu de Russes, ils nous ont jamais rien dit, ni d'Ukrainiens. Les attaques informatiques russes sur le territoire français, vous n'avez pas vu ça? Bah, peut-être, hein, mais je ne suis pas au courant. Mais on accuse les Russes facilement. Par exemple, l'élection américaine de 2016. Ah ça a été prouvé. Vous n'allez pas me dire que ça n'a pas été prouvé, l'ingérence russe quand même lors des élections de 2016. Bah, il n'y a rien eu de prouvé du tout, justement. Ah bah si, avec le logiciel dont j'ai oublié le nom, là, où ils ont vendu leurs données aux Russes en plus. J'ai oublié le logiciel que Trump a utilisé, là. J'ai oublié le nom. Bah, peut-être c'est la guerre, là, puisque c'est la guerre, puisque vous voulez. Bah, je suppose que. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ces questions-là. Il y a Altar qui vous dit question, qui a fait les dessins sur la présentation de votre programme sur le site du ministère de l'Intérieur? Et il est un peu cash, il dit décroissance, ça veut pas dire faire des trucs moches non plus. Mais plus largement, comment on fait une campagne avec des petits moyens comme votre mouvement? Bah, on fait appel à des bénévoles, et si c'est l'affiche ou la profession de foi qui est visée, moi je trouve ça très joli. Et c'est des bénévoles, oui, tout. Et justement, ouais, comment on s'organise justement pour faire cette campagne? Comment on trouve des bénévoles? Comment ça s'organise une campagne électorale quand on est un petit parti comme vous? Ouh là là, c'est parti de loin, de l'été dernier. Ah ben, régularité, opiniâtreté, ligne, orientation claire. Alors il y a un boulevard, hein, comme l'écologie politique est particulièrement va-t-en-guerre, c'est quand même pas tous les écolos qui sont comme ça. Du coup, il y avait de la place, mais malgré ça, ça a été assez difficile, puisque les écologistes sont particulièrement ignorants sur les questions géopolitiques, je m'en suis rendu compte. Alors bien sûr, il y a des parts de stratégie qui jouent, hein, comme l'accès aux médias. Hein. Vous n'avez pas accès aux médias si vous n'êtes pas dans la ligne, donc il faut dire absolument que la Russie, c'est le diable, etc. Et si vous ne dites pas ça, vous êtes cancelisé, comme on dit. Du coup, ils ont peur d'être cancelisés, ça joue.
Il y a aussi les subventions, hein, tout ce qui est association écologiste, c'est subventionné. Du coup, on coupe les subventions s'ils ne sont pas dans la ligne. Mais tout de même, ce qui est le plus important, c'est une ignorance historique des écologistes sur les questions de géopolitique. Alors, on pourrait dire c'est de l'ignorance compétitive, vous voyez. Il y a des choses, il vaut mieux pas savoir. Mais l'ignorance est plus grande encore chez les écologistes que dans les autres groupes. Et c'est pour ça qui sont aussi bêtement va-t-en guerre. Et justement, pardon? Il y a un ami qui me disait, ah, la gauche, autrefois, elle était morale, maintenant, elle est devenue sentimentale. C'est-à-dire que ça se laisse avoir par les sentiments, par la propagande, comme des bleus, quoi. Et justement, vous, c'est quoi, vous parlez beaucoup de propagande, c'est qui les principaux relais de la propagande, selon vous, actuellement, dans le monde politique et médiatique? Ah ben tous, sauf, il faut dire sauf, il n'y a que le monde diplomatique et le journal La Décroissance à ma connaissance. Sinon, il y a les Belges de Kairos aussi, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Oui, parce qu'il y a Tout, quelqu'un qui pose cette question-là souvent dans le chat, qui demande par quels médias vous vous informez et quels médias vous recommandez aux spectateurs. le monde diplomatique, hein, quand même. En fait, les journaux qui ne sont pas tenus par des multinationales, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a le monde diplomatique, puis ce journal-là, je vous le montre, hein, le journal La Décroissance. Hein. Et La Décroissance, c'est quoi? C'est le journal de votre parti? Qu'est-ce que c'est La Décroissance? Alors, ce n'est pas un parti, on est un mouvement, bien que j'ai l'ambition quand même de structurer un petit peu après les élections, c'est seulement un mouvement de pensée. Et ce journal-là représente ce mouvement de pensée. Alors, ils ne sont pas portés sur les élections. Et eux non plus, ils ne sont pas portés sur la géopolitique. Hein. Mais ils ne soutiennent pas la guerre de l'Europe. Mais ils en parlent assez peu, puisque c'est surtout le monde diplomatique, en fait. Et puis aussi Internet. Parce que sur Internet, tout de même, alors comme je suis décroissant, je ne vais pas sur Internet, ou très peu. D'ailleurs, pendant presque un an, je n'ai lu que la presse écrite française, mais toute. Hein. J'épluchais toute la presse écrite française. J'étais effrayé, sidéré, vraiment sidéré, que ceux qui savent se taisaient et qu'il n'y avait plus que les va-t-en-guerre sur les plateaux télé. C'est hallucinant. Et dans les journaux, c'est pareil. Mais c'était franchement hallucinant. Pire qu'en 14, puisque maintenant les écrans sont beaucoup plus omniprésents. Du coup, la propagande est plus efficace qu'en 14. Même le canard enchaîné s'y est mis. Pourtant, le canard enchaîné, il est apparu en 1915 en réaction contre le bourrage de crâne de la Première Guerre mondiale. Ah ben là, ils sont tombés dans le panneau à fond. Et justement, je rappelle le chat. Ah, pardon? C'est d'un ridicule. Un ridicule de se faire avoir comme des bleus par la propagande comme ça. Et surtout, ceux qui savent que les États-Unis encerclent la Russie depuis 15 ans, quoi, quand même. Qui se taisent, hein. Ils se sont tus. Alors, selon vous, il n'y a pas de volonté impérialiste de Vladimir Poutine de recréer un peu une forme de grand empire nostalgique de l'URSS? Non. Non, je ne crois pas. Non, par contre, il y a une volonté impérialiste de l'Occident, mais c'est l'impérialisme constitutif du capitalisme. Il faut... vous ne vous rendez pas compte, c'est une vraie poule aux œufs d'or, l'Ukraine. Mieux qu'une république bananière, corrompue complètement. Du coup, c'est un vaste marché de matières premières à conquérir. C'est le Far East pour le capitalisme occidental qui est dominant encore. Hein. Alors, on parle d'impérialisme russe, c'est bien rigoler. Il n'en a pas les moyens du tout, mais il n'a pas du tout les moyens d'envahir l'Europe, voyons. Il a déjà du mal de récupérer ses Russes. Il y a Vince qui... Comment? J'aurais bien voulu dire un mot à propos de l'effet de la propagande. Je ne sais pas si vous connaissez Jürgen Habermas. C'est le théoricien du droit international un peu. Une sorte de formalisme du droit international qu'il faut absolument suivre les règles de droit, les étapes de droit, etc. C'est un théoricien, peut-être parce qu'il se sentait une certaine responsabilité, hein,
Alors, on dit que la Russie a violé le droit international, mais je vous dis, le droit international, c'est soit le droit des peuples, soit l'intégrité territoriale. Effectivement, c'est contradictoire, et c'est le plus fort qui décide lequel s'applique, c'est-à-dire les États-Unis. Ils décident que le droit des peuples doit s'appliquer à l'ex-Yougoslavie, au Kosovo, et ils décident que c'est l'intégrité territoriale qui doit s'appliquer à propos des Russes. C'est le plus fort qui décide du droit international, ce qui doit s'appliquer. Alors Habermas, au début de la guerre pour l'Occident, elle commençait, c'est-à-dire en 2022, a appelé à la modération au début de la guerre. Il s'est fait tomber dessus par tout le monde. Et depuis, il l'a fermé, il n'a plus rien dit. Et bien c'est ça. Sachant, ils se taisent devant l'agressivité de la propagande. Ils ne veulent même pas aller sur les plateaux télé. Si vous allez sur un plateau télé, vous en avez 6 autour qui vont vous crier dessus en vous traitant de pro-Poutine, de pacifiste, de niais. Tout un tas d'insultes comme ça, gratuites. Il y a... Du coup, ils veulent pas. Hein. Il y a plusieurs questions pour vous. Il y a Maski Lily, encore lui, qui me demande comment savez-vous que ceux qui savent, simplement parce qu'ils ont des opinions flattant vos préconçus ou pas? Mais c'est tous les journalistes, vous n'en voyez pas à la télé. Ils sont tous pour faire la guerre contre la Russie. Ils sont tous pour envoyer des armes. Il y a unanimité, qui est louche d'ailleurs. Il y a quand même 40% des Français qui ne veulent pas. Du coup, les Français résistent finalement pas mal à la propagande. Hein. Il n'y en a que 60% qui sont pour envoyer des armes, mais vous avez 99% des journalistes qui sont pour. Hein. Du coup, voilà, c'est un effet de la propagande. Hein. La propagande, justement, c'est ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant. La propagande suffit maintenant à obtenir une majorité. Voilà. Si vous maîtrisez les canaux d'information, ben, vous maîtrisez la marche du monde parce que vous arrivez toujours à avoir une majorité. Ben là, 60%, je dirais qu'il faut dire, elle est franchement louche. Hein. Cette guerre en Ukraine, elle est franchement louche. Hein. Quand on a un petit peu de bon sens. Il y a Vince qui vous demande, question, quelle est votre position par rapport au Covid? J'en avais pas, puisque je me déclarais incompétent concernant ces questions-là. Maintenant, j'en ai un petit peu, à cause du retour. Hein, je suis historien, alors je regarde la mortalité. Dites donc, la pandémie, elle est où la pandémie la mortalité en 2020, elle est où? Pour qu'il y ait pandémie, il faut qu'il y ait plein de morts. Ils sont où les morts? Ils ne se voient pas dans les statistiques. Du coup, un Français sur 1000 décédé du Covid, quand même, c'est pas n'importe quoi, non? C'est moins qu'en 2022. Il y a eu plus de morts en 2022. C'est quoi? C'est la grippe. Bon, et c'est surtout des personnes âgées hein, qui sont mortes du Covid, je crois. Mais on a voulu aussi vacciner tout le monde, les gosses. C'est franchement louche tout ça. Moi j'ai vu des publications, alors je ne connais pas, mais que le vaccin c'était bien après 60 ans, mais qu'avant il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Vous tombez sur des trucs comme ça, ou qu'on a voulu vacciner les gosses alors qu'ils n'avaient pas besoin du tout. C'est franchement louche tout ça. Hein. Et puis aussi un président qui répète qu'il veut faire la guerre, quoi, qu'il veut faire la guerre. Je trouvais ça louche tout de suite. Pensez à Pierre Clastres, ces chefs qui n'ont pas de pouvoir et qui veulent aller faire la guerre pour retrouver du pouvoir. Un anthropologue, Pierre Clastres. Du coup, j'avais trouvé ça louche, mais je vous dis, comme je n'y connaissais rien, je me suis abstenu de tout commentaire. C'est seulement maintenant, avec le recul, que je me dis, c'est pas normal quand même d'avoir établi une dictature sanitaire alors qu'il n'y avait pas de mort en masse et d'avoir voulu vacciner toute une population avec un vaccin expérimental. Et c'est avec le recul. Je me suis fait avoir par la propagande sur le Covid, comme j'y connais rien. Alors la propagande, elle est efficace sur les gens qui n'y connaissent rien. Et c'est quand même la majorité la plupart du temps. C'est-à-dire, j'ai gobé la propagande sur le Covid. Enfin, à moitié, parce que je voyais bien que c'était louche quand même. Mais je veux dire, comme je n'avais pas de connaissances du tout sur le sujet. Mais du coup, à qui, si je puis dire, à qui profite entre guillemets le crime? Si c'est louche, c'est qu'il y a manipulation. S'il y a manipulation, à qui ça profite la manipulation selon vous? Ça dépend sur quel sujet. Là, on parle du Covid. Là, on parle du Covid. Les laboratoires pharmaceutiques, évidemment. Évidemment.
tombe sous le sens. Hein. Parce que pourquoi, selon vous, juste pour faire du pognon ou pour autre chose? Bah, bah oui, évidemment, pour l'argent, les actionnaires. Alors, tout le milieu médical est un petit peu colonisé par les laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, il paraît que ça n'existe pas, comment ça s'appelle quand ils se réunissent, les scientifiques, les colloques. Hmm. Voilà. Les colloques qui ne soient pas organisés par l'industrie pharmaceutique, ça n'existe pas, tout simplement. Vous voyez? Vous avez tout le système médical qui est colonisé par le lobby pharmaceutique. Il y a Thermidor qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez un candidat avec le journal La Décroissance? Vous profitez-en pour le remonter, le remontrer. Donc voilà. Mais du coup, vous êtes dans le comité édito du journal ou pas, vous? Ah non, du tout. Et puis, on n'a pas de lien avec eux, d'ailleurs. Puisqu'ils ne sont pas électoralistes du tout. Alors, ils nous ont soutenus, mais c'est un petit peu, là. Mais c'est la première fois, j'allais dire, et puis pas beaucoup. Il y a leurs lecteurs ne sont pas électoralistes, quoi. Il y a Thermidor qui a une autre question pour vous qui dit: est-ce que le monsieur, en parlant de vous, peut nous parler des limites du modèle productiviste? Ah bah oui. Bah allons-y alors. Ah bah ça va nous mener à l'effondrement, voilà. Forcément. On ne peut pas... la religion de la croissance, enfin pas la religion, mais je veux dire c'est la croissance qui permet le profit. Hein. Du coup, la propriété privée mariée avec les énergies fossiles, ça fait un mélange détonnant. Et puis, une croissance économique qui permet de faire du profit. Simplement, il y a des limites physiques. On ne peut pas croître indéfiniment dans un système fermé comme la Terre. Et on va finir par épuiser les ressources. On détruit la biodiversité, il y a extinction des espèces. Et puis, le changement climatique, bien qu'il ne se voit pas trop en ce moment, c'est un printemps comme il y en avait il y a 30 ans. Ces trois éléments-là, incompressibles, les trois invariants du 21e siècle, hein, les ressources, le climat et la biodiversité, c'est ce qui menace l'humanité. Si on continue comme ça, on va vers un effondrement du système productiviste à terme, alors soit à cause de graves problèmes climatiques, ou bien alors, si tout se passe bien, par manque de ressources. Mais avant, il risquera d'y avoir et des problèmes climatiques et des problèmes de biodiversité, c'est-à-dire des espèces qui disparaissent comme les abeilles, et puis ça va vous faire des famines. Imaginons, vous atteignez les 5% là, le 9 juin prochain, la semaine prochaine, et vous envoyez 4 à 5 eurodéputés au Parlement européen. Ce sera quoi vos sujets de prédilection au Parlement européen, les sujets que vous voudriez porter et par quels moyens? Le problème principal, c'est les fanatiques ou les intégristes du libre-échange qui sont à la tête de l'Europe depuis 60 ans et qui fait qu'on est le continent le plus dépendant du reste du monde pour l'approvisionnement de base. Et c'est pour ça qu'on va faire la guerre, hein, d'ailleurs. Encore une fois, même le charbon, alors on ne le dit pas, mais c'est la manière la moins chère de produire de l'électricité. Or, on veut tout électrifier. Eh bien, ça va être du charbon, et on espère que ça soit le charbon du Donbass. Oui, le système productiviste capitaliste devrait mener à l'effondrement si rien n'est fait. Un individualisme forcené, méthodologique. Le but, c'est de gagner un maximum d'argent. Tout le monde fonctionne comme ça. Il faut croître pour gagner de l'argent. Eh bien, on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Du coup, forcément, à un moment, ça va s'arrêter. Puis d'ailleurs, ça commence déjà un petit peu à s'arrêter. La croissance n'est plus aussi brillante qu'avant. Il y a Opoup qui dit: comment allez-vous gérer les lobbyistes qui vont vous tourner autour si vous êtes élu? On ne sait pas. On verra. Il n'y en a pas trop qui nous tournent autour, là. Et puis, les lobbyistes, oui, nous, on ne les connaît pas, ces gens-là. Ils ne viennent pas nous voir. Ça m'étonnerait qu'ils viennent nous voir, vu le discours qu'on tient. Mais sait-on jamais? Oui, il faudrait leur résister, quoi.
Il y a Thermidor qui demande quelles mesures Michel Simonin compte-t-il engager contre les énergies fossiles? Quelle mesure prendre? Ouais. Eh bien, une augmentation. Alors, je prends le Shift Project que j'aime pas pourtant. Une augmentation de tout ce qui est fossile, mais principalement de l'essence, annoncée quelque chose comme de 10% par an, vous voyez. Ou vous annoncez à long terme, bah oui, l'essence sera hors de prix dans 10 ans. Elle est Voilà. déjà hors de prix par ailleurs. Bah non, bah non, Bah, non, 2 non. balles, 2 balles Regardez le les litre, temps. c'est pas mal quand même, 2 balles le litre. On rappelle que les gilets jaunes, c'était à 1,70 de mémoire, hein. 60 même. Ouais. Oui, oui. Bah, vous voyez comment la guerre, ça vous règle le problème. Ça augmente de 2 centimes, et vous avez une révolution. Là, il y a la guerre, ça justifie les augmentations. Tout le monde c'est un des intérêts d'être en guerre, c'est que vous avez des sociétés de guerre et c'est plus facilement maîtrisable. Vous n'avez plus de révolte à cause de l'essence trop chère. Là, c'est les pauvres qui ont trinqué avec l'inflation. Vous les avez vus dans la rue? Et ben ça, c'est grâce à l'état de guerre. Du coup, ça a plein d'avantages. C'est pour ça que notre C'est président, il notre veut tout nouvel le temps ami. aller en guerre. Ben, c'est plus facile à tenir un peuple, vous pouvez le surveiller, tout ça. Et puis les pauvres, c'est mater les pauvres, ça. Faites la guerre, vous matez les pauvres. Vous les habituez aux pénuries, à l'inflation. Voilà. Et c'est quand les ressources vont venir à manquer, les pauvres, il faudra bien les habituer à se serrer la ceinture encore plus. Rien de tel qu'une situation de guerre pour les entraîner à ça, pour les habituer. Donc pour vous, la participation de la France au soutien à l'Ukraine, c'est pour les énergies russes et ukrainiennes, mais aussi pour préparer psychologiquement les plus pauvres à la restriction de la décroissance, liée à la décroissance. Voilà. Oui, une décroissance subie, puisque les ressources elles commencent à être plus chères, hein. Le pétrole, c'est plus profond. Les ressources, alors il y en a encore, mais elles vont devenir de plus en plus chères. Il faut habituer les pauvres à se serrer la ceinture. Oui, il y a une somme des intérêts composés qui pousse à la guerre, évidemment. Alors Delphine Bateau l'a dit dans un mot malheureux en février 2022, c'est une guerre de l'Anthropocène. Ah ben, elle l'a plus dit depuis, hein, forcément. Parce qu'elle a dit c'est une guerre de l'Anthropocène et il faut la faire. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller au charbon, que les écologistes doivent aller au charbon du Donbass. Elle l'a Hmm, plus dit en ce moment. Elle est toujours pour la guerre, mais elle dit plus des bêtises comme ça. hmm. Mais pourquoi le charbon du Donbass, sachant qu'on a des mines de charbon, par exemple, en Allemagne? Ah mais non, le mine de charbon en Allemagne, le meilleur charbon est déjà pris, il faut creuser plus profond. Celles du Donbass, elles sont beaucoup moins exploitées. Vous avez encore des Russes, d'ailleurs, puisque c'est des Russes qui sont là, qui vont à la pioche dans la mine pour chercher du charbon pour se chauffer. Elles sont encore pas bien exploitées. C'est un petit peu comme l'Irak, c'était sous-exploité, le pétrole de l'Irak. Il y a une question de Thermidor encore qui dit est-ce que votre liste a un point de vue sur l'agriculture paysanne? Ah bah oui, évidemment. Évidemment, on est pour le retour à une agriculture, une polyculture, élevage, élevage aussi, paysanne. Plein de petits, vous me paraît le minimum, moi c'est au moins 10% de paysans, hein. Au moins 10%, et même plus à mon avis. Oui, c'est de jardiner tranquillement, d'avoir une petite agriculture paysanne, et puis que les besoins d'une population soient satisfaits à proximité. J'allais dire, comme il y a seulement 60-70 ans, hein, les banlieues qu'on voit un petit peu partout, c'était des terres de maraîchage au sortir de la Deuxième Guerre encore. C'est seulement dans les années 60 que les banlieues sont apparues. Donc, oui, c'est de retrouver une agriculture, une polyculture élevage paysannes qui permettent de nourrir la population, voilà, sans produits chimiques. Alors, il faudrait manger un petit peu moins de viande, c'est tout, puisque les trois quarts des terres en France sont occupées pour la nourriture des animaux, pour avoir de la viande pas chère. En fait, c'est ça, parce que les produits chimiques, les engrais chimiques et les produits phytosanitaires ont apporté.
c'est de la viande pas chère. Bon, on dit on pourrait remplacer la viande par des lentilles, et puis il y aurait toujours de la viande, mais un peu plus chère. Et comme ça, tout pourrait être en bio. Il y aurait plus de cancer, ouais. Oui, parce que les cancers, c'est l'alimentation, les produits chimiques, hein. Donc interdire les produits chimiques, quoi. Sauf, on va dire, en dernier recours, en catastrophe, quand il s'agit de sauver la récolte. Mais pas d'une manière systématique comme maintenant. Il y a plusieurs remarques ou questions. Il y avait aussi sur la question du nucléaire. Vous, pour ou contre Michel Simonin? Évidemment, contre. Évidemment. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une manière beaucoup plus chère qu'on le dit de produire de l'électricité. C'est pas pour rien que le nucléaire, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale baisse, hein. C'est passé pour l'énergie mondiale de 4 à 2%. Vous voyez, c'est vraiment un truc franco-français, le nucléaire. La première raison, c'est que c'est pas très intéressant pour produire de l'électricité. La deuxième, c'est que c'est très dangereux quand même, tout ça. Vous pouvez avoir c'est comme des bombes atomiques, hein, les centrales nucléaires. Normalement, selon toute probabilité, il devrait y avoir un accident nucléaire en France, hein, avec ces vieilles centrales qu'on va vouloir tirer dessus pour produire de l'électricité. Il y en a eu au Japon, il y en a eu aux États-Unis, ce pas des pays sous-développés, il y en a eu en Russie aussi, ça devrait arriver en France. Donc c'est très dangereux tout ça, on ne peut pas se barrer. Et la troisième raison, c'est que quand vous avez du nucléaire, vous avez une société fliquée forcément, puisqu'il faut faire vachement gaffe, quoi. D'ailleurs, la France est, de tous les pays européens, le pays qui a le plus de policiers et de gendarmes par nombre d'habitants. Il y a un rapport avec le nucléaire. Ça a créé une société fliquée. Donc ça fait trois raisons lourdes. Et la dernière n'est pas la moins importante. En 2019, vous, c'est votre quatrième européenne, là, et je crois que c'est la première fois où vous êtes tête de liste. Vous aviez obtenu 0,05% des voix en augmentant, hein, d'ailleurs, vous avez augmenté, quasiment doublé votre score de 2014 à 2019. C'est quoi votre objectif, là, pour 2024 ? Modestement, de doubler encore, hein, puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir des bulletins dans tous les bureaux. Donc, c'est plus d'1 million d'euros, je crois. La circonscription France est vaste, avec les professions de foi aussi. Oui, ça aurait fait trop cher. Du coup, il faut imprimer son bulletin sur Internet. Alors, l'objectif, il est encore de continuer à doubler nos voix, parce que si c'est le cas, nous serons majoritaires en 2064. On a calculé. Mais justement, si jamais c'est l'inverse qui se produit, si jamais vous reculez, est-ce que ça voudrait... Comment vous l'interpréteriez alors qu'on est en contexte de guerre et de crise économique, sociale et environnementale ? Si on reculait, on n'imagine pas, on ne l'imagine pas. Voilà, du coup, j'interprète pas quelque chose que j'imagine pas. Et je dirais que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, les écologistes sont beaucoup plus sensibles à la propagande de guerre que les autres formations politiques à cause d'une ignorance historique, hein, des écologistes. Alors j'attribuerais ça à ça. Et comment vous faites campagne, vous ? Comment vous faites campagne ? Est-ce que vous allez tracter ? Est-ce que vous êtes uniquement sur les réseaux sociaux ? Comment elle s'organise votre campagne à la J-9 de l'élection ? D'essayer de motiver tout le monde à faire campagne, puisque je suis tête de liste. Les réseaux sociaux, je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que c'est, je ne vais pas dessus. Du coup, non, pas ça. Là, c'est de répondre à la presse. J'ai eu TF1 cet après-midi. Voilà. Vous avez l'air ravi d'avoir eu TF1 qui est venu vous voir. Oui, si, quand même. Puisque on est ignoré, hein, on est pacifiste, décroissant, une petite liste, on est ignoré. Du coup, nous, même BFM TV, j'ai fait BFM TV aussi. Mais simplement, je me suis jamais vu, parce que je sais pas quand est-ce que ça passe, etc. Et puis, des fois, il y a d'autres colistiers qui font... il y en a eu un qui a fait Antenne 2 cet après-midi. Oui, c'est cet après-midi. Antenne 2. Et votre clip de campagne, il va être diffusé quand, du coup ?
Il est diffusé, non, en ce moment? Je sais plus en fonction mais vu que vous savez ça a été tiré au sort par le CSA, c'est les France et tout. Je crois que vous avez une diffusion, une ou deux diffusions, je crois, sur toute la campagne électorale. À quoi il ressemble votre clip de campagne? Ah, il est génial. Et il est vraiment différent de tous les autres, puisque c'est un dessin animé. Et Ah. on voit pas la tête. Tous les clips, là, normalement, c'est à quelqu'un qui parle. C'est moi qui aurais dû parler. Mais je me suis dit que ça allait ennuyer tout le monde. Du coup, on a fait un dessin animé, carrément. Et du coup, ça, à mon avis, ça doit être le meilleur clip de toute la liste, hein. Ce sera demain, je vous confirme que ce sera demain du coup, vous passerez entre la liste Free Palestine et la liste La France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ah, juste avant le Front National. Non, À quelle heure? je vais vous dire ça, attendez, alors il y en a une le 6 juin aussi, donc c'est le deuxième créneau de diffusion. Mais, Deuxième créneau de et en diffusion, fait, c'est 20h40 demain. ah oui. Mais il est sur notre site, hein, Ah ouais. le clip, hein. Si vous voulez le voir, vous allez voir, il fait qu'une minute trente, il détonne par rapport aux autres, hein. Hmm. Du coup, sur le site, il est sur le site, hein. Si vous voulez voir notre clip, il est sur le site. Et puis il va tourner sur Internet après, j'imagine, puisqu'il n'a pas été fait uniquement dans l'esprit de faire des voix à la campagne. Il a été fait dans l'esprit qu'il puisse ensuite circuler comme référence à propos de la décroissance. Hmm. Et justement, votre liste, parce que c'est vrai que là on parle de vous, vous avez parlé de vos colistiers, mais comment on s'organise? Vous avez eu 10 000 électeurs en 2019. Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus vos colistiers suite à votre campagne en 2019, qui sont devenus décroissants suite à votre campagne? Oui, oui, évidemment. Évidemment, on recrute, les campagnes électorales servent à ça, c'est à recruter des décroissants. Et moi particulièrement, parce que j'ambitionne de fonder un mouvement l'été prochain. Qui Époque, s'appellerait d'ailleurs. comment du coup? Époque, il est sur l'affiche, écologie politique, pacifisme et objection de croissance. Objecteur de croissance, qui est une référence aux objecteurs de conscience pour le service Non. militaire. Non, c'est pas une référence à ça? Si, oui, un peu, ça tombe bien. C'est pacifisme, puis ça sonne bien à époque. Et puis d'ailleurs, avant qu'on s'appelle décroissant, on s'appelait déjà époque, mais avec un seul P, écologie, pacifisme et objection de croissance. Là, on a rajouté écologie politique, parce qu'après, on s'est appelé décroissant à partir de 2015. Autrement, avant, on n'osait pas. C'était l'époque où on n'osait pas dire qu'on était des croissants. On disait qu'on était objecteur de croissance, mais entre nous, on disait qu'on était des croissants, mais on n'osait pas le dire publiquement, puisque c'était trop abrupt pour les gens. Maintenant, on peut. Mais justement, maintenant, il y a des décroissants comme Génération Écologie, Delphine Bateau, qui sont devenus va-t-en-guerre. Alors, c'est pour ça Pour qu'on vous, a la recréé. décroissance ne peut être que pacifiste. Bah oui, sinon c'est de la décroissance subie. C'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire. On fait la guerre pour mater sa population et l'habituer à des restrictions. Hmm. Et question que je pose à tous les candidats et têtes de liste que je reçois, si vous regardiez votre caméra en moins d'une minute, pourquoi faut voter P décroissance le 9 juin prochain, dans 9 jours désormais? Déjà pour ne pas aller dans les tranchées du Donbass, et ensuite pour essayer de préserver la civilisation d'un effondrement qui risque d'arriver à terme. Bien, c'est pas tout de suite, mais il nous appartient d'imaginer une société de post-décroissance, puisque la décroissance, c'est seulement finalement un moment à passer, puisqu'on dépasse notre empreinte énergétique, écologique est trop élevée, il faut la redescendre. Mais une fois qu'on a descendu notre empreinte écologique pour pouvoir vivre dans un environnement d'une manière saine, c'est d'imaginer des sociétés socialement décentes et puis désirables aussi. Donc on réfléchit à la post-décroissance. On dit il faut une décroissance et l'organiser, une décroissance choisie, avec tout le gaspillage qu'il y a, ce n'est pas tellement difficile, mais on essaye ensuite d'imaginer une société de post-décroissance, et nous, on l'imagine comme une société agraire, artisanale, avec du petit commerce,
Il peut y avoir un haut degré de civilisation sans être dans des métropoles, devant des écrans, dans des cages, retrouver un lien avec la nature. Très bien. C'est très bien. Et autre question, c'est vrai qu'on parle beaucoup de paix, mais là, il y a un conflit qui est pourtant au cœur de l'actualité dont on n'a pas parlé, c'est le conflit israélo-palestinien. On a beaucoup parlé là du Donbass et de la guerre russo-ukrainienne. Sur la question israélo-palestinienne, vous, c'est quoi votre position? C'est une position de dire que Israël doit enfin respecter le droit international. C'est là qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. On tombe sur la Russie parce qu'elle n'aurait pas respecté le droit international dicté par les Américains. Mais là, ça fait quand même 50 ans qu'Israël ne respecte pas les deux États. C'est depuis 1968, la résolution 242, je crois. Ça fait quand même 50, 60 ans que le droit international est ouvertement bafoué par Israël avec le soutien des Américains. Et vas-y, que je te fais des murs en territoire palestinien, que je te tue beaucoup de Palestiniens, mais beaucoup plus que ce qu'il y a d'Israéliens, hein, même en Cisjordanie, etc. Vous avez des colons armés qui font régner la terreur, avec le soutien de l'armée israélienne derrière. C'est une situation de non-droit tout à fait scandaleuse. Et nous soutenons les Palestiniens. Et je crois que l'Espagne a reconnu un État palestinien, parce qu'on ne reconnaît pas un État palestinien, c'est ça. Hmm. Il faudrait que la France reconnaisse un État palestinien, et puis arrête de vendre des armes à Israël. Je veux bien, Israël, c'est la tête de pont de l'Occident au Moyen-Orient, qui permet de nous garantir l'approvisionnement en pétrole, en gaz. D'ailleurs, si la répression est aussi sévère dans le nord de Gaza, c'est parce que le gazoduc, il y a un gazoduc qui doit passer au nord de Gaza. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de Palestiniens à côté. Alors, le gazoduc, il était prévu de passer en Syrie. C'est pour ça qu'on a embêté Bachar el-Assad. C'est parce qu'on voulait faire passer le tuyau de gaz en Syrie. On avait Et pas parce financé qu'il massacrait son peuple, selon vous, du coup. C'est juste parce qu'il y avait le gazoduc. Vous connaissez Laurent Fabius qui a dit que Daesh, ou je ne sais plus, Non, le Front Al-Nosra, mais c'est une phrase qui a été sortie du contexte qu'il a dit. les Occidentaux ont financé la rébellion syrienne le long du tracé d'ailleurs. Hmm. Le long du tracé, pas ailleurs. Faut pas oublier aussi que Bachar el-Assad a libéré les djihadistes qui étaient enfermés en 2011 dans ces prisons pour aller combattre contre les anti-Bachar el-Assad. Et du coup, le fait d'avoir libéré les djihadistes et les chefs terroristes de cette époque-là, ça a permis de créer aussi l'État islamique. Donc, j'ai envie de dire, au championnat des cons, les deux, ils rivalisent quand même. Ça, c'est pas des enfants de cœur, hein, Bachar el-Assad. Mais je m'intéresse assez peu aux dictateurs étrangers. Si c'était pas eux, ce serait un autre. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais c'est sûr. Je- c'est comme Kadhafi. Je vais poser une question un peu cash, mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire c'est toujours la faute aux USA et à l'Occident? Vraie question, là c'est une vraie question, parce que j'ai reçu plusieurs candidats qui parlaient beaucoup des USA en disant c'est toujours la faute aux USA, etc. Est-ce que c'est pas un peu facile de mettre tout sur la responsabilité de l'USA et de par conséquent déresponsabiliser aussi la responsabilité de l'Europe, de l'Union européenne et de la France? Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous de mettre tout sur le dos des Américains et que les Européens ne font rien du tout. Mais si, les Européens sont responsables, particulièrement euh, l'Union européenne. Je ne dirais pas les Français ou les Européens. Non, l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne, je vous ai dit, c'est des intégristes du libre-échange. Ils veulent étendre leur marché. Ils sont au service des multinationales européennes. Les Européens sont aussi responsables que les Américains et ils ont fait preuve d'une rare incompétence. L'incompétence des dirigeants européens est patente, évidente.
Hmm. Il y a une autre question de Hilgrim. Est-ce que c'est pas mieux de voter pour une liste qui va passer la barre des 5%, parce que là, avec tous les extrêmes droites qui montent, c'est pas trop le moment de se permettre de, selon lui, jeter ses voix? Oui, c'est toujours la question du vote utile, hein. Mais quelle est la liste qui n'est pas va-t-en-guerre, qui prend des positions ouvertement pacifistes comme nous? Les insoumis vous répondrez nous. Ah ben non, ils ont voté l'envoi d'armes en Ukraine, ils ont voté pour envoyer des armes en Ukraine. Et Hmm. du coup, bah, ils tiennent un discours et puis ils font autre chose, hein. Alors d'accord, c'est comment dire, les moins graves sur le sujet. Bon, mais ils hésitent, ils sont incertains, etc. Et puis ils font partie de cette espèce de gauche qui n'est plus morale, qui est seulement sentimentale, qui se laisse avoir par la propagande. Ah bah oui, il faut lutter contre Hitler, hein. C'est ça, il faut Ouais. résister à Hitler. Comment, c'est ce qu'on a raconté là, non mais des mensonges, des trucs absurdes comme ça. C'est scandaleux, c'est indigne de démocratie, de société avancée, de raconter des salades comme ça. Hmm. Et puis des Et, gobés, c'est d'une naïveté. et pour vous, Jaurès, c'est un camarade ou pas pour vous? Bah, évidemment. Évidemment, il n'y a pas eu de Jaurès là, hein. Hmm. Vous remarquerez, il n'y a pas eu de Jaurès du tout, hein. Toutes les élites se sont couchées. Ils ont eu peur pour leur carrière. C'est à force de parler de stratégie tout le temps, vas-y, stratégie de ceci, stratégie de cela. Ah ben, stratégiquement, soit on va se taire, soit on va hurler avec les loups. Ah bah oui, Mais on est la d'accord que stratégie. Jaurès, lui, c'était pas, il était un pacifiste, mais plutôt de la défense, c'est-à-dire préparer la défense plutôt que préparer l'attaque. Bah, oui, mais là, on n'avait pas à préparer la défense puisque l'Europe n'était pas du tout en danger, hein. Je vous rappelle, l'Europe n'est pas du tout en danger. C'est Et des, du coup, des bains. les pays baltes qui sont inquiets, eux, qui expriment leur inquiétude par rapport selon eux, les velléités de Poutine d'aller faire coucou, c'est moi, que tu te Ben rappelles. là, ben là, c'est compréhensible. C'est compréhensible Que eux puisqu'ils vont préparent encaisser. leur défense, ça vous étonne pas, vous n'êtes pas contre ça. Ah ben, s'ils le veulent, oui, puisqu'ils ont des antécédents historiques avec la Russie. Mais la Russie n'a pas les moyens de ses ambitions, encore une fois, hein. On ne peut pas dire que c'est 3% de l'armement mondial, que c'est le PIB de l'Espagne, et en même temps qu'ils vont envahir le monde entier. C'est contradictoire. Hmm. Et justement, là, votre campagne, comment elle s'est passée? Vous avez parlé de la presse qui vous appelait. Est-ce que vous avez un meeting, par exemple? Là, on sait qu'il y a pas mal de listes. Ils sont là, par exemple, moi, j'ai reçu une invitation du parti animaliste qui font leur dernier grand meeting. Demain, il y a le NPA, je crois, ou le Parti des travailleurs qui font leur grand meeting demain. Vous, est-ce que vous allez avoir un grand meeting de conclusion de campagne ou un petit meeting de conclusion? Oui, probablement un petit meeting à Toul, là-bas, à côté de Nancy, parce qu'on va avoir une salle, mais on est dispersé un petit peu dans toute la France, hein, euh, les, euh, les décroissants. Bon, alors il y en a beaucoup en Lorraine, c'est sûr, mais oui, on va se faire une réunion publique, voilà, la semaine prochaine. Ouais. C'est Et cool. vous parlez de l'avenir, la prochaine élection, c'est les municipales. Est-ce qu'il y aura des listes époques dans diverses villes de France? Et sinon, avec qui vous pourriez vous allier au niveau local pour potentiellement avoir des élus? Ben, on a parfois essayé de faire des listes, mais là, à Nancy, il faut 60 candidats. Dernière fois, on en avait eu 40 seulement. Du coup, on fera peut-être des alliances à la dernière municipale. On a des décroissants qui sont allés avec les insoumis, oui, sur la liste des insoumis. Ah, c'est de eux qu'on est le moins éloigné quand même. Plus proche des Insoumis ou de Delphine Bateau? Ah ben, c'est à cause des positions va-t-en-guerre de Génération Écologie. Sinon, dans le message écologiste, il y a certaines choses qui vont, d'autres qui vont pas. Ils sont pour une numérisation à outrance, ils sont pour des dictatures sanitaires, sur le transhumanisme et la culture woke. Ah ben, ils sont complaisants.
Parce que ça va ensemble, la culture woke, transhumanisme, ça va ensemble, la reproduction artificielle, mère porteuse, etc. Ça va ensemble. Ah ben, ils sont complaisants là-dessus. Sur le numérique aussi, hein, ils veulent numériser tout. Ah, ils voudraient vous faire une dictature écologique, ceux-là. Mais c'est des écolos quand même, mais sur plein de points, on n'est pas d'accord avec eux. On serait plutôt proche des insoumis que de Génération Écologie, bien qu'ils se disent des croissants. Et petite question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du wokisme. C'est quoi le wokisme dans votre définition? C'est quoi votre définition du wokisme? J'en ai pas. J'en ai pas. C'est un truc inventé pour occuper les gens. Entre les hommes et les femmes, il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des différences. C'est de mettre le doigt sur les différences pour faire oublier que les inégalités explosent. Avec la mondialisation, avec Internet, vous avez les inégalités qui explosent. Et puis, l'idée de cette minorité d'ultra-riches, ça a été de valoriser tout type de minorité. Vous voyez? Et puis, ça occupe les gens. Ça occupe les gens. Ah bah oui, il y a toujours des différences et on peut dire que... En fait, quand vous dites que vous êtes contre les woke, c'est pas tant contre ce qu'ils disent, mais contre la supposée existence du wokisme. C'est ça, si je comprends bien ce que vous dites. J'ai du mal à comprendre. Bah, parce qu'en fait, vous dites, vous parlez tout ce qui est woke, etc., etc. Et après, dans votre définition du wokisme, vous dites j'en ai pas. Et vous dites, pour vous, le woke, je résume, c'est plus un élément pour détourner l'attention des vrais sujets. Oui, oui, c'est ça, oui, évidemment. Donc c'est pas tant le fond du wokisme que vous dénoncez, pour vous c'est pas tant ce que représente le wokisme que l'élément du détournement que vous dénoncez. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que qu'il y a encore par exemple des inégalités entre les hommes et les femmes, peut-être qu'il y en a encore un petit peu, oui, et puis il faudrait que ça s'améliore. Mais est-ce que c'est central? Est-ce que, je sais pas, moi, les 10% de différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est vraiment hyper important, et pas du tout les milliardaires qui gagnent 1000 ou 2000 ou 10 000 fois plus que le SMICAR? Je veux dire, un petit peu de sens de la mesure. Oui, voilà, le sens de la mesure. Il y a vraiment des inégalités qui deviennent... c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Y a-t-il eu une période historique où les inégalités ont été aussi énormes que maintenant? Et puis, on vient vous parler de petites inégalités qui, c'est vrai, existent, mais on en fait... on occupe les gens avec ça. Oui, pour vous, le wokisme, c'est un hocher qu'on hoche devant la tête des gens pour les détourner des vrais problèmes. Oui, oui, c'est ça. Donc en soi, vous n'êtes pas anti-wokiste, vous êtes contre l'usage qui est fait des anti-wokistes du wokisme. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ce que vous dites. Ça m'intéresse assez peu, en fait. Ça nous intéresse assez peu. Oui, pour vous, c'est pas un sujet, c'est les sujets qu'on met dans la catégorie wokisme. Ben, oui, c'est pour occuper les gens, puis leur faire oublier les sujets importants, oui, c'est ça. D'ailleurs, ça paraît assez évident que c'est ça. Et le chat vous demande sur les questions LGBT+, vous vous situez où, vous? J'ai pas d'opinion là-dessus. Hmm. Pas d'opinion là-dessus. On est contre la reproduction artificielle, c'est tout. Donc PMA, GPA, vous êtes opposé? Oui, oui, oui. Ok. Oui, mais bon, la PMA, c'est déjà adopté, je crois, non? Pour, Oui, mais je crois ouais, que pour les hétéros et pour les femmes seules, je crois. ouais, De mémoire. l'étape suivante, ça va être les mères porteuses. La Et GPA. normalement, c'est la logique. Oui, ça devrait être ça. Ça, on est contre, parce que ça va avec le transhumanisme. C'est un élément du transhumanisme. Vous pouvez rappeler ce que c'est le transhumanisme pour les gens qui nous regardent? Oh, ben, c'est de faire un espèce d'homme augmenté ou diminué, hein, de faire la synthèse entre l'ordinateur et puis... Alors, par exemple, je prends un exemple rapide. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait amputer le bras ou qui s'est fait amputer l'avant-bras et qui a une prothèse mécanique qui fonctionne par rapport aux idées qu'il a, etc. Ça, pour vous, ça rentre dans le transhumanisme ou pas? Ben, pas du tout, ça. Non, parce que quand vous dites un humain augmenté, pour moi, une main qui fonctionne une main mécanique qui fonctionne par la pensée, pour moi, c'est un humain amélioré quand même.
C'est pour ça que la définition ça peut je Non, fais la c'est la précision. science, la science Hmm. euh, qu'elle répare, la science réparatrice, bah, c'est sa fonction d'ailleurs. La médecine, c'est fait pour réparer les corps. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème, qui veuille se faire augmenter. Alors, paraît-il, hein, c'est Amazon, ils veulent, parce que les livreurs, ils ont des problèmes d'épaule, vous voyez? Du coup, ils veulent les augmenter pour qu'ils aient plus de problèmes d'épaule. Ça va ressembler à ça, en fait, le transhumanisme. Ou bien aussi, il y aura plus à bouffer, on va vous modifier le corps pour, quand les champs des cailloux, vous arriviez quand même à survivre. Ça va plus ressembler à ça. Alors, il y a une question un peu taquine pour vous dans le chat, Monsieur Simonin, qui vous demande est-ce que vous contractez? Ça veut dire quoi? Ah, mais oui, mais vous n'avez pas les réseaux sociaux, donc évidemment, vous n'avez pas les références. Oui, non, non, bah non. C'était en fait une vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux d'une dérive sectaire qu'il y a en France qu'on appelle les êtres souverains. C'est-à-dire des gens qui considèrent que la France n'est plus un pays mais une entreprise enregistrée dans un truc à New York, etc. Et que du coup, les policiers sont sous contrat et que du coup, ils disent je ne contracte pas, donc vous n'avez pas d'autorité sur ma personne. Donc c'était le chat qui avait une référence par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. Je suis pas au courant de tout ça. Bah attends, finalement c'est bien de pas être sur les réseaux sociaux parce que vous ratez pas grand chose parfois. Je comprends même pas l'intérêt. Moi, je fonctionne avec des mails, ça suffit. Ça suffit. Il y a Crystal qui a une Ah, question. Oui, allez-y, allez-y, pardon. je comprends pas. Je disais, je comprends pas l'intérêt des réseaux sociaux. C'est une énigme pour moi. Bon, il paraît que ça existe. Mais c'est comme des mails. Vous communiquez avec des gens. Voilà. C'est ça. Il paraît que c'est plus facile ou je sais pas. Bah c'est comme là, c'est un peu un réseau social Twitch hein, en soi. Ah bon? Bah c'est un peu, là on parle avec les gens, là les gens vous regardent, les gens réagissent, etc. etc. Ah, c'est ça un réseau social? Bah là il y a un réseau et on sociabilise. Et justement il y a Crystal qui a une question qui dit c'est quoi vos actions dans votre quotidien en matière de décroissance? Est-ce que par exemple vous avez modifié votre habitat par exemple? Oui, quand même. Oui, quand même. Mais j'allais dire sans faire exprès, sans douleur. Je sais pas, par exemple, je prends plus l'avion, j'ai bien isolé ma maison, puis elle est assez petite pour pas dépenser trop d'énergie, et puis bah, j'essaye de faire un jardin, et puis quoi, j'aime pas aller dans les supermarchés, Hmm. alors j'y vais le moins possible, tout un tas de trucs comme ça. Je vais tout le temps en vélo. D'ailleurs, vous dites l'essence est chère, c'est hallucinant. En ville, tout le monde devrait être en vélo, enfin, ça va plus vite qu'en voiture. Oui, c'est vrai. C'est, Bah, je crois, 12 km/h la voiture et 14 le vélo, je crois, en centre-ville, la moyenne. enfin, vous voyez pas, c'est hallucinant. Vous voyez tous ces gens qui vont travailler en voiture le matin, ils sont tout seuls dans leur voiture. Vous les voyez le matin à 8 heures et puis aussi à 5 heures du soir. Ça fait des bouchons, ils sont tous tout seuls dans leur voiture. Ça avance pas. Alors qu'en vélo, ils iraient plus vite. Simplement, c'est trop dangereux. Voilà, s'ils prennent pas le vélo, c'est parce que c'est trop dangereux. Ils ont peur de se faire écraser, c'est ça. Mm. C'est nul. C'est nul. Eh ben écoutez, Michel Simonin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'ai pu en tête, vous êtes la liste numéro 16. Vous êtes entre la liste de l'UPR et la liste pour une autre Europe de Jean-Marc Fortanet. Ça va, vous vous sentez bien entouré là ou pas? Je connais pas Fortaleza. Et puis, évidemment, Asselineau, je connais. Bah, son discours est intéressant, mais il tombe dans le ridicule là, puisqu'il a dit qu'il était pour le pouvoir d'achat. C'est une liste pour le pouvoir d'achat. Ah ben vraiment, il n'a rien compris, lui, c'est le problème, le pouvoir d'achat. Et vous êtes Frexiteur, vous ou pas d'ailleurs, Michel Simonin? Je suis quoi? Frexiteur, c'est-à-dire pour la sortie de l'Union Européenne. Elle est difficilement réformable, puisque ça fait 60 ans qu'elle mène la même politique de fanatisme en faveur du libre-échange et des multinationales. Ça n'a jamais dévié d'un iota. Du coup, on se demande, on a l'impression que cette Europe n'est pas réformable. Et du coup, qu'il faudrait en sortir. Hmm. On en est bien malheureux quelque part, puisqu'on pense qu'il faut reconstruire une coopération européenne. Mais c'est ces institutions-là
qui nous paraissent difficilement réformables, puisqu'elles n'ont jamais été réformées depuis 60 ans. C'est toujours la même orientation ultralibérale. Du coup, on se demande, alors il y a les réflexions comment elle s'appelle, une affaire de taille. Quand vous avez une grande zone de libre-échange comme ça, forcément, vous avez une technocratie qui s'installe et des multinationales qui s'installent. Il faudrait casser tout ça. C'est Olivier Rey, une question de taille, en 2014 déjà, où il explique que le contenant de l'Europe excède le contenu. C'est-à-dire, même si l'Union européenne voulait relocaliser ou bien même faire une politique décroissante comme on le propose, elle ne pourrait pas. Parce que le contenant excède le contenu. C'est une trop vaste zone. C'est forcément une technocratie. Bruxelles, elle est colonisée par les lobbies. Bruxelles, c'est des fonctionnaires européens et c'est des lobbies, des lobbyistes. Et tout ça est fort logique. Alors, ouais, en tout cas, il faut réformer les institutions européennes dans les grandes largeurs. Hein. Et est-ce qu'on pourrait échapper à une sortie de l'Europe si on veut vraiment une politique écologiste en France? Est-ce qu'on pourrait échapper à une sortie de l'Europe? C'est difficile. À mon avis, c'est pas possible. Il faut sortir de l'Europe là. Elle est toute tournée vers le libre-échange. Si on veut relocaliser les productions et les consommations, il faut sortir de l'Europe. Ça ne sera pas bon pour le pouvoir d'achat dans un premier temps, mais ça permettra d'amortir les effondrements qui ne manqueront pas d'arriver d'ici quelques décennies. Très bien. Et bah très bien, merci beaucoup Michel Simonin. C'était votre premier live Twitch, je présume, du coup. Pardon, c'était votre premier live Twitch, du coup. Des visios comme ça, j'en ai déjà fait. Non, sur Twitch, sur la plateforme Twitch. Ah, oui, sûrement. Mais je ne connais pas cette plateforme-là. Bon, c'est ça. Ça va, mon chat, t'as pas été trop méchant avec vous? Les questions étaient bien, ça va? Ah non, mais même les questions méchantes, ça ne me dérange pas. Bon, ça va alors. On peut m'en poser des plus méchantes encore. Non, ça va, ils ont été sages aujourd'hui, ils ont été sages. Ah. Lundi, je reçois Reconquête, c'est moins sûr qu'il soit aussi sage, monsieur Simonin. Ah. C'est moi qui vous remercie. Ben, au plaisir. Et puis bah voilà, bah bonne soirée à vous et puis bonne fin de campagne. Je vous rappelle, vous êtes la liste numéro 16. Paix et décroissance. Merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Soirée.